Alors vous le savez, il m'arrive parfois de consacrer un peu d'espace à la VO, notamment quand il s'agit de présenter un volume de la Epic Collection. Et c'est le cas aujourd'hui avec Spider-Man, le volume qui s'appelle Invasion of the Spider Slayers. Alors si vous êtes comme moi un vieux de la vieille, vous savez, cette génération qui se plaint parce qu'autrefois c'était mieux les comics, etc. Eh ben vous avez lu ça dans les pages de Strange ou Strange, ça dépend comment vous prononciez ça. Évidemment, c'était la bonne époque, David Michelinie et Mark Bagley. C'est le volume 24, ça correspond à 92-93, et c'était une époque un peu particulière. Non pas parce qu'on trouvait des femmes en maillot de bain dans les comic books, mais parce que à l'époque, il y avait deux grands faits qui se croisaient dans la série de Spider-Man. Alors le premier, bah, je passe directement au point fort, c'est donc cette saga de l'été qui s'appelait donc l'invasion des Spider Slayers, où on avait le retour de Alistair Smith et de ses anti-araignées, des robots qui s'en prenaient aux personnages. À chaque épisode, donc, on voyait apparaître un nouveau robot qui tentait de détruire Spider-Man. Et puis il y avait dans la ville toute une série de petites araignées mécaniques dont le but était de repérer le personnage lorsqu'il était en costume, de signaler ses activités, afin d'envoyer donc justement un nouveau robot pour le détruire. Et chaque épisode était donc basé sur la lutte de Spider-Man face à une de ces créatures robotiques, avec au passage évidemment des invités plus traditionnels comme Electro. Un peu plus loin, il y avait également le Scorpion. Et c'était donc le contenu des épisodes à l'époque. Alors, il y a également dans ces épisodes quelque chose de très important. Ce sont ces deux personnages que vous voyez ici. Autrement dit, les parents de Peter Parker. Alors oui, je sais bien, vous allez me dire, mais une des règles essentielles à la compréhension de la série, c'est que Peter Parker est orphelin. Ses parents sont morts dans un accident d'avion. Et donc il a été élevé par la tante May et l'oncle Ben. Alors on est d'accord, sauf que en réalité, à l'époque, nous traversions une phase un peu particulière durant laquelle Michelini, donc le scénariste, nous expliquait qu'en réalité, donc les parents de Peter Parker ne sont pas morts, ils étaient juste prisonniers en Russie, dans une espèce de goulag, ils sont restés 20 ans là-bas, et finalement ils ont pu être libérés suite à l'évolution politique de la situation là-bas, et ils sont revenus habiter à New York et ont renoué les liens avec leur fils. Alors évidemment, Peter Parker n'y croit pas un instant au départ, et pour lui, il est convaincu qu'il s'agit en réalité d'une ruse destinée à lui porter préjudice en tant que Spider-Man, pour obtenir des informations ou pour le pousser à la folie. Mais le problème, c'est que peu à peu, c'est vrai que quand on lisait ces épisodes, on avait quand même l'impression que les parents de Peter Parker n'étaient pas forcément mal intentionnés, que voire même c'était peut-être tout simplement eux, vraiment, les parents de Peter Parker. Alors ça fait un peu rire avec le recul, parce que nous savons désormais ce qu'il en était vraiment, et d'ailleurs la solution finale est tellement tirée par les cheveux que je ne vais pas m'y étendre là maintenant, je crois que je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, et c'est tellement what the fuck que franchement c'est très dur d'y croire, ne serait-ce qu'un instant. Néanmoins, donc à l'époque, on était sous la pression, sous la tension, et Peter Parker aussi, il était partagé entre le plaisir de les avoir retrouvés et la certitude qu'on était en train de le prendre pour une quiche, et que c'était juste un plan destiné à nuire à Spider-Man. Alors, en parallèle, Mary Jane est tellement préoccupée par son mari qu'elle commence à fumer. C'est un subplot a priori pas très important, mais qui est utilisé à l'époque par Marvel pour dénoncer les ravages et les méfaits de la cigarette. Et puis Venom. Alors Venom était encore dans sa phase ultra grand méchant vilain qui veut manger Spider-Man. Et Venom s'échappe de l'institut où il était traité. Auparavant, il est également l'objet d'un procès qu'il remporte. Il est remis plus ou moins en liberté jusqu'à ce que Spider-Man intervienne. Et Venom et Spider-Man vont s'affronter une dernière fois, j'ai envie de dire, de manière classique, puisque c'est à l'issue de ce dernier affrontement que le personnage va commencer à évoluer, va commencer à devenir une espèce de défenseur des innocents aux méthodes radicales, et d'ailleurs à la suite des numéros qui sont publiés ici, notamment le numéro
74, où on va avoir droit à la résolution du conflit Venom-Spider-Man. Eh bien, à la suite de ça, on aura la première série Venom Lethal Protector, qui sera le début officiellement d'une nouvelle ère, c'est-à-dire un personnage qui évolue vers quelque chose d'autre, moins criminel qu'autrefois et plus justicier, aux méthodes certes discutables, mais en tous les cas justicier à sa manière tout de même. Dans ce volume, on aura droit également à l'apparition de Sticks and Stone, deux vilains que vous connaissez peut-être si vous lisez la série de Spider-Man. Il y en a un qui est lourdement armé et l'autre dont le toucher réduit tout en cendres, puisque c'est comme s'il transmettait une forme de cancer instantané. Dans ce volume également, vous trouvez un annual qui n'a pas vraiment laissé des traces impérissables. Vous trouvez aussi en tout début, alors là par contre je vous le montre parce que c'est très très beau, vous trouvez une histoire qui est écrite par Roy Thomas et Jerry Conway et dessinée par Michael Baer, et il s'agit d'un graphic novel où Spider-Man et le Doctor Strange vont donc aller faire un tour dans le royaume astral, pour être plus exact, dans le royaume des morts, où il est question de ramener l'âme d'une victime qui autrefois était morte et qui désormais ne l'est plus vraiment. Alors c'est une aventure complètement ésotérique, j'ai envie de dire. C'est superbement dessiné. C'est le genre de graphic novel qui aujourd'hui est peut-être oublié, un peu tombé vraiment dans les oubliettes du genre, mais moi ça me fait toujours beaucoup de plaisir de revoir cette histoire, parce que c'est superbement bien dessiné, je répète. Si vous aimez le style de l'artiste, si vous aimez les comic books ésotériques qui font preuve de grande imagination sur chacune des pages, ben c'est un graphic novel de 70-80 pages qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Voilà, donc c'est vraiment du comic book des années 90, début années 90. Le gros morceau, donc c'est ça, c'est l'attaque de Spider-Man par les Spider Slayers de Alistair Smith, et c'est surtout le mystère des parents de Peter Parker qui trouvera sa résolution dans le volume, non pas le volume 25, c'est-à-dire le volume suivant, mais dans le volume 26. Alors le volume 25, celui d'après, il est consacré à Maximum Carnage, que vous connaissez parce que ça a été réédité en français il n'y a pas longtemps. Et dans le volume 26, vous aurez la fin de cette histoire des vrais faux parents de Peter Parker. Et en attendant, dans celui-ci, donc vous avez toute une série d'épisodes que vous avez probablement lus, si vous êtes comme moi, dans les pages du mythique magazine Strange, à l'époque où on trouvait des comic books Marvel en kiosque sans se ruiner et sans devoir contracter un prêt juste pour lire une ou deux séries, comme c'est devenu un peu le cas ces temps derniers. Voilà. Epic Collection Marvel en VO, oui, la VF existe chez Panini, enfin pas de cet album précisément, mais la collection désormais existe chez Panini. Mais comme j'ai commencé la collection en VO il y a quelques années et que j'en suis à une cinquantaine d'ouvrages à la maison, et bien je la poursuis. En plus, je ne vous cache pas que ces histoires-là, que j'appelle patrimoine, je préfère les avoir en VO. Voilà, sur ce, bonne journée à tous, et on se donne rendez-vous dimanche pour une autre petite vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, Spider-Man vous le dit, faites-le.